Ce soir-là, devant l'arbre de Noël, j'ai compris qu'un cadeau pouvait détruire toute une vie. Je m'appelle Aurélie Fontaine, j'ai 63 ans, et ce que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'un Noël que je n'oublierai jamais. Pas parce qu'il était joyeux, mais parce qu'il m'a appris que parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous blessent le plus profondément. Tout a commencé un 24 décembre, il y a 2 ans. J'avais 61 ans à l'époque. Mon fils, Charles, avait 38 ans. Il était marié à Charlotte depuis 5 ans. Ce soir-là, toute la famille était réunie chez eux, dans leur grande maison du 16e arrondissement. Mes 2 petits-enfants couraient autour du sapin. La table était dressée avec des assiettes en porcelaine blanche. L'odeur de la bûche au chocolat flottait dans l'air. Tout semblait parfait. Mais moi, j'avais ce poids sur la poitrine, cette sensation que quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs mois, je sentais le regard de Charlotte peser sur moi. Pas avec tendresse. Non, avec impatience. Comme si j'étais un meuble encombrant qu'on attend de pouvoir enfin déplacer. Après le dîner, Charles s'est levé. Il a tapé dans ses mains. « Maman, on a une surprise pour toi. » Charlotte souriait. Ce sourire que je connaissais bien. Celui qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Mon cœur s'est serré. Charles est revenu du couloir en traînant une énorme boîte emballée avec du papier doré. Lourde, très lourde. Il l'a posée devant moi. « Ouvre-la maintenant, maman. » Devant tout le monde. Tout le monde avait sorti son téléphone. Mes petits-enfants filmaient en riant. Charlotte filmait aussi, son portable bien droit devant elle. J'ai regardé Charles. Il avait ce regard étrange, pas joyeux, déterminé. « Allez, maman, ouvre. » Mes mains tremblaient un peu. J'ai commencé à déchirer le papier doré, lentement. La boîte était en carton épais, brune, sans marque. J'ai soulevé le couvercle. Et là, j'ai vu. À l'intérieur, il y avait une valise. Pas n'importe laquelle. Ma valise. Celle que je gardais dans le placard de ma chambre, chez moi. Elle était ouverte. Et dedans, mes vêtements, mes chemises de nuit, mes cardigans, mes chaussures. Tout était plié, bien rangé, comme si quelqu'un avait fait mes bagages, sans me demander. Mon souffle s'est coupé. J'ai levé les yeux vers Charles. Il souriait, mais pas de joie, de soulagement, comme si il venait de se débarrasser de quelque chose. « Maman, on a pris une décision. » Sa voix était douce, trop douce. « Tu vas aller dans un nouveau chez toi, un endroit où tu seras mieux, où on s'occupera de toi. » Les mots résonnaient dans ma tête, mais je ne comprenais pas, ou plutôt, je refusais de comprendre. Charlotte s'est approchée. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Surprise, belle maman, c'est pour ton bien. Tu verras, tu seras tellement mieux là-bas. » J'ai regardé autour de moi. Les téléphones filmaient toujours. Personne ne disait rien. Mes petits-enfants riaient, sans comprendre. Et moi, j'étais là, avec cette valise ouverte sur mes genoux, mes vêtements exposés devant tout le monde, comme une condamnation. Un endroit, j'ai murmuré. Charles a baissé les yeux. « Une maison de retraite, maman. On a trouvé une place pour toi. Tu pars après-demain. » Le silence qui a suivi, je l'entends encore. Pas un silence de paix, un silence de mort. Mes lèvres tremblaient, mes mains aussi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, figée, avec cette valise entre mes mains, et cette sensation que ma vie venait de basculer, devant tout le monde, filmée, comme un spectacle. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis rentrée chez moi en taxi, avec cette valise sur les genoux. Mes mains serraient la poignée si fort que mes jointures étaient blanches. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur, inquiet. « Ça va, madame ?» J'ai hoché la tête. Mais non, rien n'allait. Quand je suis arrivée dans mon appartement, j'ai posé la valise au milieu du salon. Et je me suis assise en face, comme si c'était une ennemie, comme si elle portait en elle toute la trahison que je venais de vivre. Je suis restée là, dans le noir, pendant des heures. Et puis, les souvenirs sont revenus. Pas ceux du Noël qui venait de se passer. Non, ceux d'avant, avant Charlotte, avant cette distance froide, avant que mon fils devienne un étranger. Charles est né un 23 avril, il y a 38 ans. J'avais 25 ans à l'époque. Son père, Jean-Marc, travaillait dans l'import-export. Il voyageait beaucoup, trop. Alors c'est moi qui ai élevé Charles, moi qui me levais la nuit quand il pleurait, moi qui l'accompagnais à l'école tous les matins, main dans la main, moi qui l'ai vu grandir. Je me souviens de ses petites mains qui attrapèrent les miennes quand il avait peur, de ses yeux marrons qui cherchaient mon regard quand il rentrait de l'école avec un dessin.
Regarde, maman, c'est toi et moi. Il dessinait toujours la même chose. Une grande maison, un soleil et 2 silhouettes, lui et moi. Jamais son père, parce que son père n'était jamais là. Quand Charles avait 7 ans, Jean-Marc est parti définitivement. Pas à cause d'une autre femme, à cause de l'absence. Il avait choisi sa carrière, ses voyages, son monde sans nous. Et nous, on est restés tous les deux, Charles et moi. Je travaillais comme secrétaire dans un cabinet médical. Les horaires étaient longs, le salaire modeste, mais je faisais tout pour qu'il ne manque de rien. Ses cahiers étaient toujours neufs, ses vêtements toujours propres. Je me levais 1 heure plus tôt chaque matin pour lui préparer son petit déjeuner préféré. Des tartines beurrées avec de la confiture de fraises. Il adorait ça. « Maman, tu fais les meilleures tartines du monde. » Il me disait ça tous les matins. Et moi, je souriais, parce que c'était mon bonheur. Quand il a eu 15 ans, Charles a voulu faire des études de commerce. Je n'avais pas les moyens de payer une école privée. Alors j'ai pris un deuxième travail, le soir, dans une boulangerie, de 18h à 22h. Je rentrais épuisé, les pieds gonflés, les mains qui sentèrent la farine. Mais je ne me plaignais jamais, parce que Charles, c'était ma vie, mon seul trésor. Il a eu son baccalauréat avec mention. Puis il est entré dans une école de commerce réputée. J'ai payé ses études pendant 5 ans. Chaque mois, je mettais de côté. Je réduisais mes dépenses. Je portais les mêmes vêtements pendant des années. Mais lui, il avait tout. Les livres, l'appartement près de l'école, l'argent pour ses sorties, tout. Quand il a eu son diplôme, il avait 23 ans. J'en avais 48. Ce jour-là, il m'a serré dans ses bras. Merci maman, pour tout. Je te le revaudrai un jour. Je me souviens de cette promesse, pas parce que j'attendais qu'il me rembourse, mais parce que je l'ai cru. Charles a trouvé un bon travail. Il est devenu consultant en stratégie d'entreprise. Il a commencé à gagner bien sa vie. Il s'est acheté une voiture, puis un appartement. Il venait me voir tous les dimanches. On déjeunait ensemble. On parlait. C'était notre rituel, notre moment. Et puis, il a rencontré Charlotte. C'était il y a 6 ans. Charles avait 32 ans. Charlotte en avait 29. Elle travaillait dans la communication. Une fille élégante, toujours bien habillée, toujours souriante. Du moins, au début. La première fois qu'il me l'a présentée, c'était un dimanche midi, chez moi. J'avais préparé un poulet rôti, des pommes de terre, une tarte aux pommes. Charlotte est arrivée avec un sourire parfait. Enchantée, Aurélie. Charles m'a tellement parlé de vous. Elle m'a embrassé sur les 2 joues. Mais ses yeux, ils ne souriaient pas. Ils m'observaient, comme on observe quelque chose qu'on évalue, quelque chose dont on se demande si on va devoir s'en débarrasser un jour. Au début, je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais trop protectrice, que je devais laisser mon fils vivre sa vie. Alors j'ai souri. J'ai été gentille, accueillante. Charlotte parlait beaucoup, de son travail, de ses projets, de ses ambitions. Charles la regardait avec admiration. Et moi, je me sentais de trop, comme si ma présence gênait, comme si j'étais un témoin encombrant de l'homme qu'il avait été avant elle. Ils se sont mariés 1 an plus tard, un grand mariage, dans un château en Normandie. Charlotte avait tout organisé, les fleurs, la musique, les invitations. Moi, je n'ai rien choisi. On m'a juste demandé de venir et de sourire sur les photos. Ce jour-là, j'ai porté une robe beige, discrète. Charlotte portait du blanc. Magnifique. Pendant la cérémonie, Charles m'a regardé une fois, une seule. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. De la reconnaissance, peut-être, ou des excuses. Comme s'il savait déjà que quelque chose était en train de changer. Après le mariage, les dimanches chez moi se sont espacés. D'abord 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Puis, plus du tout. On est débordé, maman. Tu comprends? Charlotte a organisé un brunch avec ses parents. On a des travaux à la maison. Toujours une excuse, toujours polie, mais toujours une distance qui grandissait. Et puis, il y a 3 ans, ils ont acheté cette grande maison dans le 16e arrondissement. 5 chambres, un jardin, une cuisine immense. Charlotte a tout redécoré. Blanc, gris, épuré, froid. Un jour, je leur ai demandé « Pourquoi une si grande maison? Vous allez avoir d'autres enfants ?» Charlotte a ri, un rire sec. « Oh non, belle maman, 2 suffisent largement. On veut de l'espace, pour vivre, pour respirer. » Elle a appuyé sur le mot « respirer », comme si quelque chose l'étouffait. Et je me suis demandé si c'était moi. Les mois ont passé. Charles m'appelait de moins en moins. Quand je l'appelais, il répondait vite, toujours pressé. « Je te rappelle, maman. » Mais il ne rappelait jamais. Charlotte,
Elle ne m'appelait jamais, mais elle postait tout sur les réseaux sociaux. Les dîners en famille, les week-ends à la mer, les anniversaires des enfants, tout, sauf moi. Comme si je n'existais plus. Et cette nuit-là, seule dans mon salon, face à cette valise, je me suis souvenue de tout ça, de ce petit garçon qui me serrait la main, de cet adolescent qui me disait merci, de cet homme qui m'avait promis de me le rendre un jour, et je me suis demandé, où est-il passé? Où est passé mon Charles? Dehors, il commençait à faire jour. Le ciel était gris, lourd. J'ai ouvert la valise, et au fond, sous mes vêtements, j'ai trouvé quelque chose. Une vieille photographie, jaunie, cornée. C'était Charles et moi. Il devait avoir 6 ans. On était dans un parc. Il tenait un ballon rouge. Je le tenais par la main. On souriait, tous les deux. J'ai serré la photo contre ma poitrine. Et pour la première fois depuis cette soirée de Noël, j'ai pleuré. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les jours qui ont suivi ce Noël ont été les plus longs de ma vie. Je n'ai pas appelé Charles. Je n'ai pas appelé Charlotte. Je suis restée chez moi avec cette valise au milieu du salon, comme une accusation silencieuse. Je me levais, je la regardais, je me recouchais, et je me posais toujours la même question. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que voyez-vous, il n'y a pas eu qu'un moment, pas qu'une dispute, pas qu'une trahison. Non, il y a eu des dizaines de petites fissures, des fissures si fines qu'on ne les voit pas tout de suite, mais qui, avec le temps, finissent par tout détruire. Et moi, comme une idiote, je les avais ignorées. La première fissure, elle est apparue quelques mois après leur mariage. C'était il y a 5 ans, en septembre. Charles et Charlotte venaient d'emménager dans leur nouvel appartement, un 3 pièces lumineux dans le 11e arrondissement. Charlotte était enceinte de leur premier enfant. Elle en était à 4 mois. Un soir, Charles m'a appelé. « Maman, Charlotte ne se sent pas bien. Elle a des nausées. Tu pourrais venir nous aider ce week-end » Bien sûr que je pouvais. J'ai pris le métro un samedi matin. J'avais préparé une quiche lorraine, du bouillon de légumes, des biscuits secs, tout ce qui pouvait aider une femme enceinte. Quand je suis arrivée, Charlotte était allongée sur le canapé, pâle, les cheveux détachés, une main sur le ventre. « Merci d'être venue, Aurélie. » Sa voix était faible, mais ses yeux, ils m'observaient déjà, comme si elle calculait quelque chose. Je me suis installée dans la cuisine. J'ai réchauffé le bouillon, préparé du thé à la menthe. Charles était soulagé. « Merci, maman, tu nous sauves. » Il m'a embrassée sur le front, comme avant. Et pendant une seconde, j'ai cru que tout allait bien, que rien n'avait changé. Mais le lendemain matin, tout a basculé. Je m'étais levée tôt pour préparer le petit déjeuner. Des tartines, du café, du jus d'orange frais. Charlotte est arrivée dans la cuisine en peignoir. Elle a regardé la table, puis moi. « Aurélie, vous avez utilisé ma cafetière ?» J'ai cligné des yeux. « Oui, je pensais que ça ne posait pas de problème. » Elle a pris une grande inspiration. Lentement. « C'est que j'ai mes habitudes. Je préfère préparer mon café moi-même. » Sa voix était douce, mais ferme, comme si elle posait une frontière. « Et puis, vous avez utilisé mes tasses, les blanches. Celles-là, je les garde pour les invités. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Je suis désolée. » Je ne savais pas. Charlotte a souri. Ce sourire froid. « Ce n'est rien. Maintenant vous savez. » Elle a pris une tasse, l'a rincée, lentement. Puis elle est repartie dans le salon. Et moi, je suis restée là, debout, dans leur cuisine, comme une étrangère. Charles est arrivé quelques minutes plus tard. Il a vu mon visage. « Ça va, maman ?» J'ai hoché la tête. « Oui, oui, tout va bien. » Mais non, rien n'allait. Parce que pour la première fois, je venais de comprendre que je n'étais plus la bienvenue. Pas vraiment. La deuxième fissure est apparue quelques mois plus tard, en février. Il y a 4 ans et demi. Charlotte venait d'accoucher. Un petit garçon. Mathis, 3,4 kg, des cheveux bruns, les yeux de Charles. J'étais à la maternité le jour de sa naissance. J'avais apporté des fleurs, un petit cadeau pour le bébé, un body blanc avec un lapin brodé dessus. Quand je suis entrée dans la chambre, Charlotte tenait Mathis dans ses bras. Charles était à côté d'elle. Ils formaient une image parfaite, une famille, sans moi. « Maman, viens voir ton petit-fils. » Charles m'a fait signe d'approcher. J'ai souri. Je me suis penchée. Mathis dormait, paisible. Il est magnifique. Charlotte a levé les yeux vers moi. « Merci Aurélie. » Elle ne m'a pas proposé de le prendre dans mes bras. Quelques jours plus tard, ils sont rentrés à la maison. Charles m'a appelé. « Maman, tu veux venir nous voir ?» J'ai dit oui. Bien sûr, je suis arrivée avec un gâteau au citron.
le préféré de Charles. Quand j'ai sonné, Charlotte a ouvert. Elle avait un foulard sur les cheveux. Elle semblait fatiguée. « Aurélie, entrez, mais ne faites pas de bruit. Mathis dort. » J'ai murmuré. « D'accord. » Je suis entrée doucement. La maison était silencieuse, presque trop. Charles était dans le salon, en train de travailler sur son ordinateur. Il a levé la tête. « Salut maman. » Il n'a pas bougé, pas embrassé. Juste un petit signe de la main. Je me suis assise. J'ai posé le gâteau sur la table. « Je vous ai fait un gâteau. » Charlotte a regardé la boîte. « Oh, c'est gentil, mais on fait attention en ce moment. Le sucre, vous savez, pour le lait. » Elle a souri, poliment. Puis elle a pris la boîte. « Mais merci quand même. On le gardera pour plus tard. » Elle l'a mise dans le réfrigérateur. Et je ne l'ai jamais revue. Je suis restée 1 heure. Mathis n'a pas pleuré. Charlotte ne m'a pas proposé de le voir. Charles répondait à ses mails. Et moi, j'étais assise sur ce canapé blanc. Inutile. Quand je suis partie, Charlotte m'a raccompagnée à la porte. « Merci de votre visite, Aurélie. On vous rappelle bientôt. » Elle a refermé avant même que je sois dans l'ascenseur. La 3e fissure, elle est apparue l'année suivante. Il y a 3 ans et demi. Charlotte était à nouveau enceinte, de leur 2e enfant. Une fille, cette fois. Je l'ai appris par hasard. Pas par Charles. Non. Par une publication sur Facebook. Une photo de Charlotte, de profil, une main sur son ventre arrondi. La légende disait « Bientôt à 4, notre petite princesse arrive en juin ». 120 commentaires, 120 personnes qui félicitaient, des amis, des collègues, des gens que je ne connaissais pas. Mais moi, sa belle-mère, je n'avais rien su. J'ai appelé Charles le soir même. « Charles, c'est maman. » J'ai vu la photo sur Facebook. « Félicitations. » Il y a eu un silence. « Ah, oui, on voulait te le dire. Mais, tu sais, avec le travail, les enfants, on a un peu oublié. Oublié. On oublie une course au supermarché. Pas une grossesse. Pas sa mère. » J'ai souri dans le vide. « Ce n'est pas grave. Je suis contente pour vous. Merci, maman. On t'invite pour le repas de baptême. » Et il a raccroché. Leur fille, Léa, est née en juin. Il y a 3 ans. J'étais à la maternité. Encore une fois. Mais cette fois, Charlotte ne m'a même pas regardée. Elle parlait avec ses parents, avec sa sœur, avec ses amis. Moi, j'étais dans un coin, avec mon petit cadeau, un doudou rose. Personne ne m'a demandé de prendre Léa dans mes bras. Personne ne m'a remercié pour le cadeau. Et quand je suis partie, personne ne m'a retenue. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus la grand-mère. J'étais l'autre grand-mère, celle qu'on invite par politesse, celle qu'on tolère, mais qu'on ne veut pas vraiment là. Les mois ont passé, les invitations se sont espacées, les appels aussi. Je voyais mes petits-enfants grandir sur des photos, sur Facebook, sur Instagram, Mathis qui faisait du vélo, Léa qui faisait ses premiers pas, des anniversaires, des goûters, des Noëls. Mais moi, je n'y étais jamais, ou alors juste pour la photo, celle qu'on met en story pour montrer qu'on est une famille unie. Et puis, il y a 2 ans, ils ont acheté cette grande maison, dans le 16e arrondissement. Charlotte l'a entièrement redécorée. Tout était blanc, gris, beige, froid. Un jour, je leur ai rendu visite. Charlotte me faisait visiter. Voici le salon, la cuisine, la salle à manger. Tout était parfait, impeccable, comme dans un magazine. Puis, elle m'a montré les chambres à l'étage. Celle-ci, c'est pour Mathis. Celle-là, pour Léa. Et là, c'est notre chambre. J'ai regardé. 5 chambres. 3 occupées, 2 vides. Et les 2 autres, Charlotte a souri. Oh, on en a fait une salle de sport. Et l'autre, un bureau pour Charles. 2 chambres, mais aucune pour moi. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose. Quelque chose que j'avais refusé de voir pendant des années. Je n'avais pas ma place dans leur vie, pas dans leur maison, pas dans leur famille, pas dans leurs projets. J'étais un souvenir, un poids du passé, quelque chose dont on se débarrasse. Doucement, poliment, mais sûrement. Et ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai repris cette vieille photo, Charles et moi, le ballon rouge. Je l'ai regardé longtemps, et je me suis dit, ce petit garçon-là, il n'existe plus. Après cette visite dans leur nouvelle maison, quelque chose en moi s'est brisé, pas d'un coup, non, lentement, comme une branche qui plie sous la neige, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle cède. C'était il y a 2 ans, l'automne venait de commencer. Les feuilles tombaient, le ciel était gris, et moi, je commençais à comprendre que je n'étais plus nécessaire, que j'étais devenue encombrante. Les semaines ont passé. Charles ne m'appelait plus. Quand je l'appelais, il répondait vite, toujours pressé.
Désolée maman, je suis en réunion. Je te rappelle plus tard. On est débordé avec les travaux. Mais il ne rappelait jamais. Et moi, je restais avec mon téléphone à la main, à attendre, comme une idiote. Un soir, j'ai décidé de passer chez eux, sans prévenir. Je sais, c'était stupide. Mais je voulais voir mes petits-enfants. Mathis avait 4 ans et demi. Léa allait avoir 2 ans. Je ne les avais pas vus depuis 3 mois. 3 mois. J'avais préparé des cookies au chocolat, ceux que Mathis adorait. J'ai pris le métro, puis le bus. Quand je suis arrivée devant leur maison, il faisait presque nuit. Les lumières étaient allumées au rez-de-chaussée. J'ai sonné. Personne. J'ai sonné encore. Et là, Charlotte a ouvert. Elle portait un tablier. Elle avait l'air agacée. « Aurélie, vous ne m'aviez pas prévenue. Je passais dans le quartier. Je voulais voir les enfants. » Elle a regardé derrière elle. Puis moi. « Ce n'est pas le bon moment. On est en plein dîner. Je peux juste leur dire bonjour ? 5 minutes. » Charlotte a soupiré. Charles est fatigué. Les enfants vont se coucher. Une autre fois, peut-être, elle a souri. Ce sourire froid que je connaissais si bien. Appelez avant de venir, la prochaine fois, c'est mieux. Et elle a refermé la porte, doucement, mais fermement. Je suis restée là, sur le perron, avec ma boîte de cookies dans les mains. Les larmes me montaient aux yeux, mais je ne voulais pas pleurer. Pas là, pas devant leur maison. Alors je suis partie. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Et dans le bus, j'ai pleuré, en silence, comme une vieille femme qu'on rejette. Quelques jours plus tard, Charles m'a appelé. « Maman, Charlotte m'a dit que tu es passée l'autre soir. » Sa voix était différente, pas en colère, mais gênée. « Oui, je voulais voir les enfants. Je comprends. Mais, tu sais, il vaut mieux prévenir avant. On a nos habitudes, notre organisation. » J'ai serré le téléphone. « Charles, je suis ta mère, pas une étrangère. » Il y a eu un silence, long, pesant. « Je sais, maman, mais les choses ont changé. On a notre vie maintenant, notre famille. Comme si je n'en faisais plus partie. D'accord. Ne le prends pas mal, maman. C'est juste plus simple comme ça. Plus simple. Pour qui? Pour lui? Ou pour Charlotte? Après cet appel, je n'ai plus insisté. Je me suis dit que peut-être j'étais trop présente, trop insistante, que je devais leur laisser de l'espace. Alors j'ai attendu. J'ai attendu qu'ils m'appellent, qu'ils m'invitent, qu'ils pensent à moi. Octobre est passé. Puis, novembre. Rien. Pas un appel. Pas un message, pas une invitation. Je voyais leur vie sur les réseaux sociaux. Charlotte postait tout, les sorties au parc, les goûters d'anniversaire, les week-ends en famille. Mais moi, je n'y étais jamais. Un soir, j'ai vu une photo. C'était l'anniversaire de Mathis, 5 ans. Il y avait un gâteau en forme de dinosaure, des ballons partout, des enfants qui riaient. Et au fond, les parents de Charlotte. Ils étaient là, eux, pas moi. Je n'avais même pas été invitée. Mon propre petit-fils, 5 ans. Et je n'étais pas là. J'ai fermé mon téléphone. Je me suis assise sur mon canapé. Et pour la première fois, je me suis demandé si j'existais encore pour eux. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Charles. « Charles, c'est maman. J'ai vu les photos de l'anniversaire de Mathis. C'était magnifique. »« Ah oui, merci. Désolé, on a fait ça à la dernière minute. » À la dernière minute, avec 30 invités, un gâteau sur mesure, des décorations partout. À la dernière minute. Je vois. Mais tu sais, maman, on ne voulait pas te déranger. Me déranger. Comme si voir mon petit-fils était un dérangement. D'accord, Charles. On se voit bientôt, promis. Mais cette promesse, je savais qu'elle ne viendrait jamais. Novembre est arrivé. Puis décembre. Le froid s'installait. Et moi, je m'enfonçais dans le silence. Je sortais de moins en moins. Je voyais mes amis de moins en moins. Parce qu'à chaque fois qu'elle me demandait des nouvelles de Charles, des petits-enfants, je devais mentir. Ils vont bien. Ils sont très occupés. Mais la vérité, c'est que je ne savais plus rien d'eux. Un matin, j'ai reçu un message de Charlotte, sur WhatsApp. « Bonjour Aurélie, nous organisons le réveillon de Noël chez nous cette année. Venez le 24 au soir, 19h. Charlotte. Pas de « Comment allez-vous ? Ça nous ferait plaisir. Les enfants ont hâte de vous voir. » Non, juste une convocation, froide, formelle. Mais moi, j'étais tellement seule, tellement en manque d'eux, que j'ai dit oui. J'ai répondu « Merci, je serai là ». Et j'ai attendu ce réveillon comme on attend une bouée de sauvetage. Les jours ont passé. J'ai préparé des cadeaux pour Mathis et Léa. Un livre sur les dinosaures pour Mathis. Une poupée en tissu pour Léa. J'ai emballé les paquets avec soin, avec amour, avec l'espoir que peut-être cette soirée changerait quelque chose.
que peut-être Charles redeviendrait mon fils. Le 24 décembre au soir, je suis arrivée chez eux à 19 heures précises. J'avais mis ma plus belle robe, bleu marine, élégante. Je voulais faire bonne impression. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, qu'ils se souviennent que j'existais encore. Quand Charlotte a ouvert la porte, elle souriait. Mais ce sourire, il ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Bonsoir, Aurélie. » Entrez. La maison sentait bon. Le sapin brillait dans le salon. Les enfants couraient de partout. Mathis a crié « Mamie !» Il s'est jeté dans mes bras. Et pendant une seconde, j'ai cru que tout allait bien. Mais très vite, j'ai compris. Les parents de Charlotte étaient là, sa sœur aussi, son beau-frère. Ils occupaient tout l'espace. Ils parlaient fort, riaient, racontaient des histoires. Moi, j'étais assise dans un coin, avec Léa sur mes genoux. Mais personne ne me parlait. Personne ne me regardait. J'étais là, mais invisible. À table, Charlotte avait préparé un plan de placement. Les parents de Charlotte à côté de Charles, sa sœur à côté d'elle. Moi, au bout de la table, loin de tout le monde, comme un invité de dernière minute. Pendant le dîner, ils ont parlé de leurs vacances, de leurs projets, de leur travail. Charles riait avec le père de Charlotte. Charlotte souriait avec sa mère. Moi, je mangeais en silence. Personne ne m'a posé de questions. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne. Après le dessert, Charles s'est levé. Il a tapé dans ses mains. « Bon, c'est l'heure des cadeaux. » Tout le monde s'est déplacé vers le salon. Les enfants sautaient partout. Charles a commencé à distribuer les cadeaux. Pour Mathis, pour Léa, pour Charlotte, pour ses beaux-parents. Et puis, il est revenu avec cette grande boîte, emballée dans du papier doré, lourde. Il l'a posée devant moi. Et là, tout le monde a sorti son téléphone. « Ouvre-la maintenant, maman. » Devant tout le monde. Mon cœur battait vite, trop vite. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Alors j'ai souri. J'ai commencé à déchirer le papier, lentement. Tous les téléphones étaient embraqués sur moi, comme une mise en scène. J'ai ouvert la boîte, et là, j'ai vu ma valise, mes vêtements, mes affaires. Tout était là, plié, rangé, comme si quelqu'un était entré chez moi, avait fouillé mes placards, avait décidé pour moi. J'ai levé les yeux vers Charles. Il souriait. Mais ce sourire, il était soulagé. Comme s'il venait de se débarrasser de quelque chose. « Maman, on a pris une décision. Tu vas aller dans un nouveau chez toi, un endroit où tu seras mieux, où on s'occupera de toi. » Les mots résonnaient, mais je ne comprenais pas. Ou plutôt, je refusais de comprendre. Charlotte s'est approchée. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Surprise, belle maman. C'est pour ton bien. Tu verras, tu seras tellement mieux là-bas. » Les téléphones filmaient toujours. Personne ne disait rien. Les parents de Charlotte regardaient ailleurs. Mathis et Léa riaient, sans comprendre. Et moi, j'étais là, avec cette valise sur mes genoux. Un endroit, ma voix tremblait. Charles a baissé les yeux. « Une maison de retraite, maman. On a trouvé une place pour toi. Tu pars après-demain. Après-demain. 2 jours. » Ils avaient tout prévu, sans me demander, sans me prévenir. Ils avaient décidé de ma vie, de mon avenir, comme si j'étais un enfant. Comme si je ne comptais plus. J'ai regardé autour de moi. Personne ne protestait. Personne ne disait « Non, c'est trop violent. On ne fait pas ça à une mère. » Non. Tout le monde souriait. Comme si c'était normal. Comme si c'était juste. Et moi, je suis restée là, figée, avec cette valise dans les mains et cette douleur dans le cœur. Une douleur que je n'avais jamais ressentie. Même quand Jean-Marc était parti. Même quand j'avais travaillé 2 emplois pour élever Charles. Même quand j'avais tout sacrifié, tout. Charlotte a repris la parole. Le transport est prévu pour le 26 au matin. 10 heures. On viendra vous chercher. Elle parlait de moi, comme d'un colis. Charles a posé sa main sur mon épaule. C'est mieux comme ça, maman. Tu verras. Tu seras entourée. Tu ne seras plus seule. Plus seule. Mais j'étais déjà seule. Depuis des mois. Depuis des années peut-être. Seule au milieu d'eux. Invisible. Inutile. Je me suis levée. Lentement. J'ai pris la valise, et sans un mot, je suis partie. Personne ne m'a retenue. Personne n'a dit « Attendez, restez ». Non, ils m'ont laissé partir, avec ma valise, mes vêtements, ma vie dans une boîte. Dans le taxi, j'ai serré la poignée de la valise, si fort que mes mains tremblaient. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. « Ça va aller, madame ?» J'ai hoché la tête. Mais non, rien n'allait. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai posé la valise au milieu du salon, et je me suis assise en face. Comme une ennemie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée là, à fixer cette valise, à me demander
Comment en sommes-nous arrivés là? Comment mon fils, mon Charles, a-t-il pu me faire ça? Et puis, au fond de moi, une petite voix a murmuré « Parce qu'il ne te voit plus, parce que pour lui, tu es déjà parti. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, après être rentrée chez moi, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise sur mon canapé, dans le noir, avec cette valise posée devant moi, comme une sentence. Les heures passaient, minuit, 1 heure, 2 heures. Dehors, Paris était silencieux. C'était la nuit de Noël. Les familles dormaient, heureuses, ensemble, et moi, j'étais seule, avec cette douleur dans la poitrine qui ne passait pas. À 3 heures du matin, je me suis levée, j'ai allumé la lumière. J'ai ouvert la valise, lentement, comme si elle contenait une bombe. Mes vêtements étaient là, mes chemises de nuit, celles en coton blanc que je porte depuis des années, mes cardigans, le beige, le gris, le bleu marine, mes chaussures, les confortables, celles avec les semelles épaisses, mes sous-vêtements. Tout était plié avec soin, presque trop de soin, comme si quelqu'un avait pris le temps, comme si quelqu'un avait planifié tout ça. Et au fond de la valise, il y avait autre chose. Une enveloppe blanche, avec mon prénom écrit dessus. Aurélie, l'écriture de Charlotte. J'ai hésité. Mes mains tremblaient. Puis j'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une feuille A4, imprimée, pas manuscrite, froide, administrative. Résidence Les Cèdres, maison de retraite médicalisée, 12, avenue du Général Leclerc, 9-2-960, Anthony, information concernant Madame Aurélie Fontaine. Date d'entrée prévue, 26 décembre, chambre Nafoire 217, pension complète, tarif mensuel, 2800 €, prise en charge par la famille. J'ai relu. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pris en charge par la famille, comme si c'était un geste généreux, comme si il me faisait une faveur. Mais personne ne m'avait demandé. Personne ne m'avait dit « Maman, tu te sens seule? Maman, tu as besoin d'aide? Maman, qu'est-ce que tu veux ?» Non, ils avaient décidé. Pour moi, sans moi. J'ai retourné la feuille. Au dos, il y avait quelques lignes, tapées à l'ordinateur, toujours pas manuscrites. Chère Aurélie, nous savons que cette décision peut sembler difficile, mais croyez-nous, c'est pour votre bien. À votre âge, vivre seul n'est plus sûr. La résidence Les Cèdres est un établissement de qualité, avec un personnel formé et des activités adaptées. Vous y serez entouré, en sécurité et bien pris en charge. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous viendrons vous chercher le 26 décembre à 10 h. Soyez prêtes, Charles et Charlotte, à votre âge. J'avais 61 ans, pas 90. Je marchais, je cuisinais, je faisais mes courses, je vivais. Vivre seul n'est plus sûr. Sûr pour qui? Pour moi? Ou pour eux? Soyez prêtes. Pas « si vous êtes d'accord », pas « on en discute ». Non, soyez prêtes. Un ordre. J'ai froissé la feuille, fort, jusqu'à ce qu'elle devienne une boule dans ma main, et je l'ai jetée, loin, contre le mur. Puis je me suis effondrée, sur le sol, à genoux, et j'ai pleuré, comme je n'avais jamais pleuré, des sanglots profonds, qui venaient du ventre, qui déchiraient tout. J'ai pleuré pour ce petit garçon qui me serrait la main, pour cet adolescent qui me disait merci, pour cet homme qui m'avait promis de me le rendre un jour. J'ai pleuré pour toutes ces années où j'avais tout donné, mon temps, mon argent, ma vie. Et pourquoi? Pour finir dans une maison de retraite, à 61 ans, chassée, rejetée, inutile. Le matin est arrivé, le 25 décembre, jour de Noël. Dehors, les gens célébraient. Chez moi, il n'y avait que du silence. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucun appel. Pas même un « Joyeux Noël, maman ». Rien. J'ai pensé à appeler Charles, à lui dire « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta mère. Tu me dois au moins une explication. » Mais à quoi bon? Il avait déjà tout décidé. La chambre était réservée. Le transport était prévu. Mes affaires étaient faites. Alors je me suis assise. Et j'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Pour la première fois depuis des mois. Qu'est-ce qui m'attendait dans cette maison de retraite? Des couloirs blancs. Des chambres impersonnelles. Des horaires fixes. Des repas en groupe. Des activités adaptées. Une mort lente. Pas physique. Non. Mais intérieure. Et pourquoi? Parce que j'étais encombrante. Parce que Charlotte voulait sa vie sans moi. Parce que Charles n'avait plus le courage de me défendre. J'ai repensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à toutes ces nuits blanches, à tous ces rêves que j'avais mis de côté pour lui. Et je me suis demandé,
Est-ce que j'ai été une mauvaise mère? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. J'avais aimé, j'avais donné, j'avais tout fait, tout. Mais apparemment, ce n'était pas assez. Ou peut-être, c'était trop. L'après-midi est arrivé. Puis, le soir. Je n'avais rien mangé. Je n'avais pas bougé. Je fixais cette valise. Et puis, vers 20 heures, mon téléphone a sonné. Un message de Charles. Maman, j'espère que tu vas bien. On passe te chercher demain à 10 heures comme prévu. Prépare-toi. On t'aime. Charles. On t'aime. 3 mots. À la fin d'un message froid. Comme une excuse. Comme un pansement sur une plaie ouverte. On t'aime. Vraiment? Parce que l'amour, ce n'est pas rejeter, ce n'est pas humilier, ce n'est pas décider pour l'autre sans même lui demander son avis. L'amour, c'est écouter, c'est respecter, c'est voir l'autre. Et moi, j'étais invisible depuis tellement longtemps. Cette nuit-là, j'ai à nouveau ouvert la valise. J'ai sorti mes vêtements, un par un. Je les ai regardés. Cette chemise de nuit blanche, je l'avais achetée il y a 10 ans. Ce cardigan beige, Charles me l'avait offert pour mon 55e anniversaire. Ces chaussures, je les portais quand j'allais chercher Mathis à la crèche. Chaque vêtement portait une mémoire. Chaque vêtement racontait une histoire. Et quelqu'un, Charlotte, probablement, était entré chez moi, avait fouillé mes placards, avait choisi ce que je devais emporter, comme si j'étais incapable de le faire moi-même. J'ai tout remis dans la valise, puis je l'ai refermée, et je me suis dit, demain, ils viennent. Demain, je dois décider. Mais décider quoi? Est-ce que j'allais les suivre, monter dans leur voiture sans rien dire, me laisser emmener comme un paquet, finir mes jours dans une chambre numéro 217, ou est-ce que j'allais refuser? Mais refuser, c'était risquer de tout perdre. Charles, mes petits-enfants, le peu qu'il me restait d'eux. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai écrit. J'ai écrit tout ce que je ressentais, toute cette douleur, toute cette colère, toute cette tristesse. J'ai écrit pendant des heures, les mots sortaient, comme une hémorragie. Et à la fin, j'ai relu. Charles, je t'ai élevé seul, je t'ai aimé plus que tout, j'ai tout sacrifié pour toi. Et aujourd'hui, tu me jettes, comme un objet dont on ne veut plus. Tu dis que c'est pour mon bien, mais mon bien, tu ne me l'as jamais demandé. Tu dis que tu m'aimes, mais l'amour, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas où est passé le petit garçon qui me serrait la main. Mais ce que je sais, c'est que je ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Alors demain, quand tu viendras me chercher, ne sois pas surpris de ce que tu trouveras. J'ai plié la lettre. Je l'ai glissée dans une enveloppe. J'ai écrit son prénom dessus. Charles. Puis je l'ai posé sur la table du salon, bien en évidence, et je me suis couchée, pour la première fois depuis 2 jours. Dans mon lit, j'ai fixé le plafond, et j'ai murmuré « Demain, tout va changer ». Parce que quelque chose en moi s'était brisé, mais quelque chose d'autre commençait à naître, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la colère. Pas une colère destructrice, non, une colère juste, la colère de celle qui refuse d'être effacée, la colère de celle qui refuse de disparaître, la colère de celle qui dit « Non, pas comme ça, plus jamais comme ça ». Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi, profondément, parce que demain, j'allais reprendre ma vie. Je me suis réveillée à 6 heures du matin, le 26 décembre, le jour où il devait venir me chercher. Dehors, il faisait encore nuit. Paris dormait encore, mais moi, j'étais parfaitement réveillée. J'ai regardé le plafond, puis l'horloge sur ma table de nuit. 6 heures. Ils arriveraient à 10 heures. J'avais 4 heures. 4 heures pour décider. Je me suis levée, lentement. J'ai enfilé ma robe de chambre, et je suis allée dans le salon. La valise était toujours là, au milieu de la pièce, fermée, comme une menace. Et sur la table, la lettre que j'avais écrite la veille. Charles, j'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre, et j'ai regardé la ville se réveiller. Les premières lumières s'allumaient. Les premiers passants marchaient dans la rue. Une femme promenait son chien. Un homme portait des sacs de courses. La vie continuait. Normale, simple, libre. Et moi, j'étais là, à quelques heures de perdre tout ça. Ma liberté, mon appartement, ma vie. J'ai bu mon café, lentement, en silence. Et puis, j'ai entendu un bruit, dans le couloir, des pas. Quelqu'un montait l'escalier. Mon cœur s'est accéléré. Déjà, il n'est que 7 heures. Mais non. Les pas sont passés devant ma porte et ont continué plus haut. Mon voisin du 4e. J'ai soupiré.
soulagée, mais aussi nerveuse, parce que je savais, dans 3 heures, ils seraient là, Charles, Charlotte, peut-être même les enfants. Ils sonneraient, ils entreraient, ils prendraient la valise et ils m'emmèneraient, comme un paquet, comme un meuble encombrant, comme quelque chose dont on se débarrasse. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à tout, à ce petit garçon qui me disait « Maman, tu fais les meilleures tartines du monde », à cet adolescent qui me serrait dans ses bras le jour de son diplôme, à cet homme qui m'avait promis « Je te le revaudrai un jour », et puis à Charlotte, à son sourire froid, à ses remarques polies mais coupantes, à cette distance qu'elle avait installée, petit à petit, année après année, à ces anniversaires où je n'étais pas invitée, à ces dimanches où on ne m'appelait plus, à ces Noëls où j'étais invisible, et enfin, à cette soirée, ce cadeau, cette valise, cette humiliation, filmée. J'ai ouvert les yeux, et j'ai su. Je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas les laisser faire ça. Pas parce que j'avais peur de la maison de retraite, non, mais parce que accepter, c'était accepter que je ne comptais plus, que ma vie ne m'appartenait plus, que j'étais finie, et je n'étais pas finie. J'avais 61 ans, pas 90. J'étais en bonne santé. Je marchais, je pensais, je vivais. Alors pourquoi devrais-je mourir à petit feu dans une chambre numéro 217? Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la valise, et je l'ai ouverte. J'ai sorti tous mes vêtements, un par un, et je les ai remis dans mon placard. Chaque chemise de nuit, chaque cardigan, chaque paire de chaussures, à leur place, chez moi. Puis j'ai refermé le placard, et j'ai posé la valise vide, à côté de la porte d'entrée, vide. Comme un symbole. Il était 8 heures. J'ai pris une douche. Je me suis habillée. Pas avec mes vieux cardigans. Non, avec ma robe bleu marine. Celle que je mettais pour les occasions importantes. Celle qui me faisait me sentir digne. Je me suis maquillée, légèrement. Du rouge à lèvres, un peu de poudre. Je me suis coiffée, avec soin, et je me suis regardée dans le miroir. Cette femme, ce n'était plus la femme brisée de l'autre soir. Ce n'était plus la femme qui pleurait sur son canapé. Non. C'était une femme qui avait décidé. Il était 9 heures. J'ai pris la lettre sur la table. Je l'ai relue. Alors demain, quand tu viendras me chercher, ne sois pas surpris de ce que tu trouveras. J'ai souri, amèrement, parce qu'ils allaient être surpris. Oh oui, très surpris. J'ai posé la lettre bien en évidence, sur la table du salon, à côté de la valise vide. Puis j'ai mis mon manteau, mes chaussures, mon sac à main, et j'ai quitté mon appartement. Il était 9h30. Dans la rue, l'air était froid, piquant, mais vivifiant. J'ai marché, sans savoir où j'allais, sans plan, juste, loin. Loin de cet appartement où ils viendraient me chercher. Loin de cette vie qu'ils avaient décidée pour moi. Loin de cette cage dorée qu'ils appelaient « mon bien ». J'ai marché pendant longtemps. Je suis passé devant une boulangerie. L'odeur du pain frais, des croissants chauds. Je suis entrée. J'ai commandé un croissant, un café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai mangé, lentement, en regardant les gens passer, des familles, des couples, des enfants qui riaient, la vie, ma vie, celle que je n'allais pas laisser partir. À 10 heures précises, mon téléphone a sonné. Charles, j'ai regardé l'écran. Mon cœur battait. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis le répondeur. Quelques secondes plus tard, un message vocal. J'ai écouté. Maman, on est devant chez toi. Tu ne réponds pas. On sonne, mais tu es là? Rappelle-moi. Sa voix était inquiète, pas affectueuse, juste inquiète, comme quelqu'un qui a un problème logistique à résoudre. J'ai éteint mon téléphone, puis j'ai continué à manger mon croissant, tranquillement, parce que pour la première fois depuis des années, c'était moi qui décidais. Vers 11 heures, je suis sortie de la boulangerie. J'ai marché jusqu'au parc, le parc où je venais souvent avec Charles quand il était petit. Il y avait encore des enfants qui jouaient, des parents qui les surveillaient, des bancs sous les arbres. Je me suis assise, sur notre banc, celui où on s'asseyait, Charles et moi, après l'école, et j'ai regardé. Un petit garçon jouait au ballon, rouge, comme celui de Charles sur la photo. Sa mère le regardait, avec ce regard rempli d'amour, ce regard que j'avais eu pendant tellement d'années. Et je me suis demandé, où est-ce que tout a basculé? Quand est-ce que mon fils est devenu cet homme qui me rejette? Était-ce Charlotte? Était-ce moi? Était-ce la vie, tout simplement? Je ne savais pas, mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais pas ramener ce petit garçon. Tout ce que je pouvais faire,
c'était protéger ce qu'il me restait, ma dignité. Vers 14 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 15 appels manqués, 8 messages vocaux, 12 messages écrits, tous de Charles, certains de Charlotte. J'ai lu les messages. Maman, où es-tu? Maman, réponds s'il te plaît. On est inquiet. On a trouvé ta lettre. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi immédiatement. Et le dernier, de Charlotte. Aurélie, arrêtez ce petit jeu. Vous nous faites perdre notre temps. La chambre est payée. Le transport est organisé. Soyez raisonnable. Petit jeu. Ma vie, c'était un petit jeu pour elle. J'ai tapé une réponse, lentement, avec soin. Je ne viendrai pas. Je ne suis pas un paquet qu'on déplace sans son avis. Je suis une femme. Et cette femme refuse. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis, j'ai à nouveau éteint mon téléphone, parce que je savais, il allait exploser. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je m'en fichais de leur colère, je m'en fichais de leur déception, je m'en fichais de leur jugement. Tout ce qui comptait, c'était moi. J'ai quitté le parc, j'ai marché jusqu'à une librairie. J'ai acheté un livre, un roman, quelque chose de léger, quelque chose qui me ferait oublier. Puis je suis allé au cinéma, seul. J'ai regardé un film. Je ne me souviens même plus lequel. Mais j'étais là, libre. Quand je suis sorti, il faisait nuit. J'ai marché jusqu'à un petit restaurant, un italien, pas cher, chaleureux. Je me suis installé à une table près de la fenêtre. J'ai commandé des pâtes, un verre de vin rouge, et j'ai mangé, seul, mais pas solitaire. Non, libre. Parce que j'avais compris quelque chose. Être seul, ce n'est pas la même chose qu'être abandonné. Être seul, c'est parfois un choix de dignité. Et ce soir-là, j'avais fait ce choix. Vers 22 heures, je suis rentré chez moi. Dans l'ascenseur, mon cœur battait. Et s'ils étaient tous là? Et s'ils m'attendaient? Mais non, le palier était vide. J'ai ouvert ma porte. Tout était comme je l'avais laissé. La valise vide, la lettre sur la table. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Un mot, glissé sous ma porte. Je l'ai ramassé. Maman, on a lu ta lettre. On ne comprend pas. On veut juste ton bien. Rappelle-nous, s'il te plaît. Charles, on veut juste ton bien. Ces mots, ils revenaient. Encore et encore. Mon bien. Mais mon bien, ce n'était pas ce qu'il voulait. Mon bien, c'était de vivre chez moi, de décider pour moi-même, d'être vu, d'être respecté. Et ça, il ne pouvait pas me le donner, parce qu'il ne savait même pas ce que c'était. J'ai froissé le mot, et je l'ai jeté. Puis, je me suis préparé pour dormir. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai souri. Pas de joie, non, de soulagement, parce que j'avais dit non. Et ce non, c'était le premier pas vers une vie que je choisirais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je vivais dans une sorte de bulle, une bulle de silence, de calme, mais aussi d'attente, parce que je savais, ce n'était pas fini. Charles n'allait pas abandonner aussi facilement, pas après avoir organisé tout ça, pas après avoir payé cette chambre, pas après avoir été humilié par mon refus. Alors j'attendais. Les premiers jours de janvier sont arrivés. Il y a presque 2 ans maintenant. Mon téléphone sonnait, tous les jours, plusieurs fois par jour. Charles, Charlotte, parfois des numéros inconnus, probablement la résidence Les Cèdres. Je ne répondais pas, je laissais sonner, encore et encore. Jusqu'à ce que le silence revienne. Les messages vocaux s'accumulaient. Maman, rappelle-moi. Maman, on doit parler. Maman, tu ne peux pas nous ignorer comme ça. Aurélie, soyez adulte, venant de celle qui m'avait traité comme une enfant. Je ne répondais toujours pas, parce que répondre, c'était ouvrir une porte que je voulais garder fermée. Puis, un matin, début janvier, on a sonné à ma porte. Il était 8 heures. J'étais en train de prendre mon café. Ding dong, mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché de la porte, doucement. J'ai regardé par l'œilleton. Charles, seul, pas Charlotte, pas les enfants, juste lui. Il avait l'air fatigué. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il portait un jean et un pull gris, pas sa tenue habituelle de travail. Il a sonné encore. « Maman, je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. » Sa voix était douce, presque suppliante. J'ai hésité. Est-ce que je devais ouvrir? Est-ce que je devais l'écouter? Une partie de moi disait « Non, ne cède pas, ne laisse pas entrer la culpabilité. » Mais une autre partie, la partie qui était encore sa mère, voulait voir son visage, voulait comprendre. Alors j'ai ouvert, lentement. Charles était là, devant moi. Nos regards se sont croisés.
Il avait les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi, ou comme s'il avait pleuré. Maman, sa voix s'est brisée. Et pendant une seconde, j'ai vu le petit garçon, celui qui me serrait la main. Mais seulement une seconde. Entre, ma voix était froide, plus froide que je ne l'aurais voulu. Mais c'était tout ce que je pouvais donner. Charles est entré. Il a regardé autour de lui. L'appartement était en ordre, rien n'avait changé. La valise vide était encore à côté de la porte. Il l'a regardé, longuement. Tu as tout remis dans le placard. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Oui, maman, il a fermé les yeux. Puis il s'est tourné vers moi. Pourquoi tu as fait ça? J'ai cligné des yeux. Pourquoi j'ai fait quoi, Charles? Partir, disparaître, nous ignorer. J'ai ri, un rire amer, sans joie. Tu me demandes pourquoi je suis partie? Oui, on voulait juste t'aider. M'aider, ma voix montait, malgré moi. M'aider en me chassant de ma vie, en décidant pour moi, en m'humiliant devant toute la famille. Charles a baissé les yeux. Ce n'était pas notre intention. Alors quelle était votre intention, Charles? Il ne répondait pas. Dis-moi, explique-moi. Il a levé les yeux. On pensait que tu étais seul, que tu avais besoin d'être entouré. Entouré? Dans une maison de retraite? À 61 ans? C'est un bon établissement, maman. Avec des activités, du personnel. Je ne veux pas d'activité, Charles. Je ne veux pas de personnel. Je veux ma vie, ma maison, ma liberté. Mais tu es seul ici. Et de qui est-ce la faute? Le silence est tombé, lourd, pesant. Charles a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu ne m'appelles plus, Charles. Tu ne viens plus me voir. Tu m'as exclu de ta vie, petit à petit, année après année. Et maintenant, tu me reproches d'être seul? Ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. Ma voix tremblait, mais je continuais. J'ai été là pour toi, toujours, quand ton père est parti, quand tu avais besoin d'argent, quand tu as eu tes enfants. J'ai tout donné. Je sais, maman. Non, tu ne sais pas. Je me suis avancée vers lui. Parce que si tu savais, tu ne m'aurais jamais fait ça. Charles a détourné le regard. Charlotte pense que... Charlotte. J'ai prononcé son nom comme un poison. Bien sûr, Charlotte. Maman, ne mets pas tout sur elle. Ah non? Alors dis-moi, Charles, quand est-ce que tout a changé? Avant elle ou après? Il ne répondait pas. Avant Charlotte, tu venais me voir tous les dimanches. Après Charlotte, plus rien. C'est normal. Je me suis mariée, j'ai une famille. Et moi, je ne fais pas partie de ta famille? Si, bien sûr que si. Alors pourquoi je ne suis jamais invitée? Pourquoi je n'étais pas à l'anniversaire de Mathis? Pourquoi personne ne m'a dit que Charlotte était à nouveau enceinte de Léa? Charles s'est assis, sur mon canapé, la tête dans les mains. C'est compliqué, maman. Non, ce n'est pas compliqué. C'est un choix. Il a relevé la tête. Charlotte, elle a du mal avec moi. Il a hoché la tête, lentement. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle dit que tu es envahissante, que tu poses trop de questions, que tu la juges. Envahissante. Moi, qui ne venais que quand on m'invitait, qui ne téléphonait que pour prendre des nouvelles, qui souriait même quand on me blessait. Envahissante. Et toi, Charles, tu penses ça aussi? Il a hésité. Et cette hésitation, elle m'a brisé le cœur. Je ne sais pas, maman. Parfois, tu poses beaucoup de questions. Tu t'inquiètes beaucoup. Parce que je t'aime. Je sais. Mais quoi? Mais Charlotte, elle a besoin d'espace. Et je dois la soutenir. La soutenir. Pas moi. Elle. Donc tu as choisi. Ce n'est pas un choix, maman. Si. C'est exactement un choix. Tu as choisi Charlotte. Contre moi. Ce n'est pas contre toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir été effacée? Charles s'est levé. Il a fait quelques pas. Puis, il s'est retourné. Maman, je suis désolée. Je suis désolée si tu as été blessée. Ce n'était pas... Arrête. Ma voix était sèche. Arrête de dire que ce n'était pas ton intention. Parce que ça ne change rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Il a cligné des yeux. Rien? Oui, rien. Parce que c'est trop tard. Maman, tu m'as chassée, Charles, devant tout le monde, filmé. Tu m'as humiliée. On ne voulait pas... Peu importe ce que vous vouliez. C'est ce que vous avez fait. Le silence est retombé. Charles avait les yeux brillants. Alors quoi? C'est fini? Tu ne veux plus me voir? J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas. Maman, je ne sais pas, Charles. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus vivre comme ça. Comme quoi? Comme une invitée, comme une étrangère, comme quelqu'un qu'on tolère. On ne te tolère pas. Si, c'est exactement ce que vous faites. Charles a secoué la tête. Non, tu te trompes. Vraiment? Alors réponds-moi.
Quand est-ce que tu m'as appelé pour me demander comment j'allais? Sans raison, juste pour parler. Il ne répondait pas. Jamais. Tu ne m'appelles que quand tu as besoin de quelque chose, ou quand tu as un reproche à me faire. Ce n'est pas vrai. Si. J'ai senti les larmes monter, mais je ne voulais pas pleurer. Pas devant lui. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Charles? Il m'a regardé. Ce n'est pas que tu m'aies oublié. Ce n'est pas que tu m'aies rejeté. C'est quoi alors? C'est que tu ne t'en rends même pas compte. Charles a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pour toi, tout est normal. Tu as ta vie, ta famille, ta maison. Et moi, je suis juste un détail dont il faut s'occuper, comme on s'occupe d'un vieux meuble. Maman, arrête. Non, toi, arrête. Arrête de faire semblant que tout va bien. Arrête de faire semblant que tu ne m'as pas blessé. Charles s'est avancé. Il a voulu me prendre la main, mais je l'ai retiré. Ne me touche pas. Il a reculé, blessé. Maman, je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Si? Non, parce que l'amour, ce n'est pas ça. Ma voix tremblait. L'amour, c'est être là, c'est appeler, c'est demander, c'est voir l'autre, vraiment le voir. Je te vois? Non, Charles, tu ne me vois pas. Tu ne me vois plus depuis longtemps. Le silence. Puis Charles a baissé la tête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Dis-moi. Je ne peux pas. Parce que, ce que je veux, Charles, tu ne peux pas me le donner. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est revoir le petit garçon qui m'aimait, le petit garçon qui me serrait la main, le petit garçon qui me disait que je faisais les meilleures tartines du monde. Ma voix s'est brisée. Mais ce petit garçon, il n'existe plus. Charles avait les larmes aux yeux. Maman, va-t'en, Charles. Quoi? Va-t'en, s'il te plaît. Maman, on ne peut pas. Si, va-t'en. Ma voix était ferme. Charles m'a regardé, longuement, puis il a pris son manteau. Il est allé vers la porte, puis il s'est retourné. Maman, je suis désolé. Moi aussi. Et il est parti. La porte s'est refermée, et je suis restée là, debout, seule. Les larmes coulaient. Enfin, pas des larmes de faiblesse, non, des larmes de libération, parce que j'avais dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais gardé pendant des années, et même si ça faisait mal, c'était nécessaire. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas, dans la rue, j'ai vu Charles sortir de l'immeuble. Il marchait lentement, la tête baissée, les mains dans les poches. Puis il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers mon appartement. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, juste une seconde. Et puis, il est parti. Et moi, je suis restée là, à regarder mon fils s'éloigner, sans savoir si je le reverrais un jour. Après le départ de Charles, je suis restée immobile pendant longtemps, debout devant cette fenêtre, à regarder la rue vide. Le silence dans mon appartement était différent. Ce n'était plus le silence de l'attente, ce n'était plus le silence de la peur. Non, c'était le silence de la décision. Quelque chose en moi avait changé, pas d'un coup, mais progressivement, depuis ce Noël, depuis cette valise, depuis ce refus. Et maintenant, après cette confrontation avec Charles, je savais, je devais reconstruire, pas ma relation avec lui. Non, pas tout de suite, peut-être jamais. Mais moi, je devais me reconstruire moi-même, parce que pendant toutes ces années, je m'étais oubliée. J'avais été la mère, la grand-mère qu'on tolère, la femme invisible. Mais qui étais-je? Moi, Aurélie, 61 ans. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce qui me rendait heureuse? Je ne savais plus. Alors j'ai décidé de le découvrir. Les premières semaines de janvier ont été étranges. Je me levais chaque matin, je prenais mon café, et je me demandais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Pas qu'est-ce que je dois faire? Non, qu'est-ce que je veux faire? C'était la première fois de ma vie que je me posais cette question. Parce que avant, il y avait toujours quelque chose. Charles a élevé, un travail à faire, des courses à faire, des obligations. Mais maintenant, il n'y avait plus rien. Juste moi et le temps. Alors j'ai commencé doucement. Un matin, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque. Pas celle de mon quartier. Non, une grande. La bibliothèque François Mitterrand. Je n'y étais jamais allée. J'ai pris le métro. J'ai marché dans ces grands espaces lumineux. Et j'ai choisi des livres. Pas des livres pratiques. Pas des livres sur l'éducation ou la famille. Non, des romans, de la poésie, des essais, des choses que je n'avais jamais eu le temps de lire. Je me suis installée près d'une fenêtre. Et j'ai lu, pendant des heures, sans regarder l'heure, sans me demander si je devais être ailleurs. Juste là, présente. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère.
Quelques jours plus tard, j'ai décidé de reprendre la peinture. J'avais peint, autrefois. Quand j'étais jeune, avant Charles, avant Jean-Marc, j'aimais les aquarelles, les couleurs douces, les paysages, mais j'avais arrêté, parce qu'il n'y avait plus de temps, plus d'espace, plus de moi. Alors je suis allée dans un magasin de fournitures artistiques. J'ai acheté des pinceaux, des tubes de peinture, du papier aquarelle, et je suis rentrée chez moi. J'ai installé tout ça sur ma table, et j'ai peint, maladroitement, au début. Mes mains tremblaient, les couleurs bavaient, mais peu à peu, ça revenait. Ce geste, cette concentration, ce plaisir. J'ai peint un paysage, un parc, avec un banc et un ballon rouge, pas consciemment. Mais quand j'ai regardé, j'ai compris. C'était notre parc, le parc où je venais avec Charles. Mais cette fois, le banc était vide et le ballon rouge flottait dans le ciel, libre. Fin janvier, j'ai reçu un appel. Pas de Charles, non, de Marie. Marie était une amie, une vieille amie. On s'était rencontrés il y a 20 ans, au travail. Mais avec le temps, on s'était perdu de vue, parce que moi, j'étais toujours occupée, avec Charles, avec les petits-enfants, avec cette famille qui me rejetait. Marie avait essayé de me voir, de m'appeler, mais à chaque fois, j'annulais. Désolée, Charles a besoin de moi. Désolée, je garde les enfants. Désolée, je ne peux pas. Alors Marie avait fini par arrêter. Mais ce jour-là, elle a appelé. Aurélie, c'est Marie. Sa voix était chaleureuse, familière. Marie, ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'ai hésité. Je vais bien. Vraiment? Elle ne me croyait pas. Non, pas vraiment. Tu veux qu'on se voie? Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dit oui. On s'est retrouvés dans un café, près du Luxembourg. Marie était là, comme avant, cheveux courts, sourire lumineux. Elle m'a serré dans ses bras. Fort, tu m'as manqué. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. Non, de soulagement. Parce que quelqu'un qui n'était pas de ma famille, s'inquiétait pour moi. On s'est assises, on a commandé du thé, et je lui ai tout raconté. Le Noël, la valise, la maison de retraite, le refus, la confrontation avec Charles, tout. Marie m'écoutait, sans m'interrompre, sans me juger, et quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. Aurélie, tu as fait ce qu'il fallait. Tu crois? J'en suis sûre. Mais c'est mon fils, je sais. Mais être mère, ça ne veut pas dire accepter d'être traitée comme ça. Mais peut-être que j'ai été trop dure. Non, tu as été juste. Elle a serré ma main. Tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense que pendant toutes ces années, tu as vécu pour eux. Et maintenant, il est temps que tu vives pour toi. Vivre pour moi. Ces mots, ils résonnaient. Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, on va le découvrir ensemble. Marie a tenu parole. Les semaines suivantes, on s'est revus, régulièrement. Elle m'a emmenée au théâtre, à des expositions, à des concerts, des choses que je n'avais jamais faites, des choses que je n'avais jamais osé faire. Un soir, on est allé voir un ballet, au Palais Garnier. C'était magnifique. Les danseurs bougeaient avec une grâce, une liberté. Et moi, assise dans cette salle, je me suis dit, je veux ça, pas danser, non, mais cette liberté, cette légèreté, cette capacité à bouger, sans poids, sans culpabilité, sans passé. Début mars, Marie m'a proposé quelque chose. Aurélie, il y a un cours de yoga près de chez moi. Tu veux venir? Du yoga. Moi, à 61 ans. J'ai hésité. Je ne suis pas très souple. Ce n'est pas grave. C'est pour toi, pas pour les autres. Alors j'ai dit oui. Le premier cours a été difficile. Mon corps était raide. Mes articulations craquaient. Mais la professeure était douce, patiente. Écoutez votre corps, respectez vos limites. Et petit à petit, j'ai appris à respirer, à me détendre, à habiter mon corps. Parce que pendant toutes ces années, j'avais oublié que j'en avais un. J'avais juste fonctionné. Mais maintenant, je vivais. Un jour, après un cours, une femme est venue me voir. Elle devait avoir mon âge, cheveux gris, sourire doux. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Aurélie, c'est votre première fois? Non, ça fait quelques semaines. Vous vous en sortez bien. J'ai souri. Merci. Vous venez seule? Oui, moi aussi. Elle a souri. Vous voulez prendre un café après le prochain cours? Et j'ai dit oui. Sylvie est devenue une amie. Pas une amie proche, pas comme Marie, mais quelqu'un avec qui je parlais, quelqu'un qui me voyait. Elle aussi avait vécu des choses, un divorce difficile, des enfants qui ne l'appelaient plus. On ne parlait pas toujours de ça, mais parfois, on partageait, et ça faisait du bien, de savoir que je n'étais pas seule, que d'autres femmes vivaient la même chose,
Avril est arrivé. Les arbres fleurissaient, le printemps s'installait, et moi, je me sentais différente, plus forte, plus calme, plus moi. Un matin, je me suis regardée dans le miroir, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Pas physiquement, non, mais dans les yeux. Cette femme, elle n'était plus brisée, elle n'était plus perdue. Elle était debout. Mon téléphone ne sonnait plus. Charles avait arrêté d'appeler. Charlotte aussi. Au début, ça faisait mal, mais maintenant, c'était juste du silence. Un silence que j'avais choisi. Et parfois, je me demandais, est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce qu'ils regrettent? Mais je ne savais pas. Et peut-être, je ne voulais pas savoir. Un soir, j'ai repris cette vieille photo. Charles et moi, le ballon rouge. Je l'ai regardé, longuement. Et j'ai compris quelque chose. Ce petit garçon, je ne pouvais pas le retrouver, parce qu'il n'existait plus. Mais je pouvais me retrouver moi. Cette femme que j'avais été avant lui. Cette femme que j'avais enterrée. Celle qui aimait peindre. Celle qui aimait lire. Celle qui aimait vivre. Alors j'ai rangé la photo. Pas dans un tiroir. Non. Sur une étagère. Visible. Mais plus obsédante. Mais est arrivée. Il y a 1 an et demi maintenant. Je marchais dans la rue. Le soleil brillait. Les gens souriaient. Et moi, je souriais aussi. Pas parce que tout était parfait. Non. Mais parce que j'avais compris. La vie ne s'arrête pas quand on vous rejette. Elle continue. Si vous le voulez. Si vous le choisissez. Et moi, j'avais choisi. Un jour, Marie m'a demandé « Aurélie, tu as des nouvelles de Charles ?»« Non. Tu lui manques ?» J'ai réfléchi. « Oui, bien sûr. Tu veux l'appeler ?»« Non. Pourquoi ? Parce que, s'il voulait me parler, il saurait où me trouver. » Marie a hoché la tête. « Tu as raison. Et puis, j'ai autre chose à faire maintenant. »« Quoi ?» J'ai souri. « Vivre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu. Pas dans l'attente, pas dans la douleur. Non, pleinement. J'ai continué le yoga. J'ai continué la peinture. J'ai lu des dizaines de livres. J'ai voyagé. Pas loin. Juste en Normandie. Quelques jours. Mais c'était mon voyage, ma décision, ma vie. Et chaque jour, je me sentais un peu plus libre, parce que j'avais compris quelque chose. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, même si c'est notre fils, même si on a tout donné. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'aimer soi-même, se respecter, se protéger et continuer. Toujours continuer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, sans Charles, sans Charlotte, sans mes petits-enfants, sans eux, mais avec moi. Et ça, c'était déjà beaucoup. L'été est arrivé, puis l'automne, puis l'hiver à nouveau. Une année entière était passée depuis ce Noël. J'avais 62 ans maintenant, il y a 1 an, et ma vie avait complètement changé. Pas de manière spectaculaire, non, mais profondément. Je me levais chaque matin avec envie de peindre, envie de lire, envie de voir Marie, envie de vivre. Mon appartement était différent aussi. J'avais repeint les murs, changé les rideaux, acheté des plantes. Tout était plus lumineux, plus coloré, plus vivant, comme moi. Et Charles, je n'avais plus de nouvelles. Au début, ça faisait mal, chaque jour, mais avec le temps, la douleur s'était transformée en acceptation. Pas une acceptation joyeuse, non, mais une acceptation sereine. Il avait fait son choix, et moi, j'avais fait le mien. Puis, un jour de novembre, il y a 1 an, quelque chose s'est passé. J'étais au café, avec Marie, on parlait, on riait, et soudain, mon téléphone a vibré. Un message, d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. « Bonjour Madame Fontaine, je suis docteur Lemoine, médecin aux urgences de l'hôpital Necker. Votre fils Charles Fontaine a été admis ce matin. Pourriez-vous nous contacter ?» Mon sang s'est glacé. Charles, hôpital. Marie a vu mon visage. « Aurélie, qu'est-ce qui se passe ?»« C'est Charles. Il est à l'hôpital. »« Quoi ? Je ne sais pas. » Mes mains tremblaient. « Appelle. Maintenant. » J'ai composé le numéro. Une voix professionnelle a répondu. « Hôpital Necker, service des urgences. Bonjour, je suis Aurélie Fontaine, la mère de Charles Fontaine. On m'a envoyé un message. »« Ah oui, Madame Fontaine. » Un instant. Musique d'attente. Mon cœur battait si fort. Puis une voix. Un homme. « Madame Fontaine, docteur Lemoine. »« Oui, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Votre fils a eu un accident de voiture ce matin. Rien de grave, rassurez-vous. Quelques contusions. Un traumatisme crânien léger. On le garde en observation 24 heures. Il va bien ? Oui, il est conscient.
un peu sonné, mais stable. J'ai fermé les yeux. Merci. Est-ce que je peux le voir? Bien sûr. Il est en chambre 412. Merci. J'arrive. Marie m'a accompagnée. Dans le taxi, je ne parlais pas. Je fixais mes mains. Charles, ça faisait presque 1 an. 1 an sans nouvelles. 1 an sans voix. 1 an sans lui. Et maintenant, il était à l'hôpital. Mon fils. Peu importe ce qui s'était passé, peu importe la douleur, il était mon fils. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Marie est restée dans le hall. Je t'attends ici. Prends ton temps. J'ai hoché la tête. Puis j'ai pris l'ascenseur. 4e étage. Couloir blanc. Odeur de désinfectant. Chambre 412. J'ai frappé. Doucement. Entrez. Une voix faible, mais reconnaissable. Charles. J'ai ouvert la porte. Il était allongé sur le lit. Pâle. Un bandage sur le front. Des bleus sur le visage. Quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis. Maman. Sa voix s'est brisée. Je me suis approchée. Lentement. Charles, tu es venu. Bien sûr que je suis venu. Il a fermé les yeux. Des larmes ont coulé. Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu es mon fils. Et c'était tout. Toute la douleur, toute la colère, tout le rejet. Rien de tout ça ne comptait. Parce qu'il était là, blessé, fragile, mon enfant. On est resté en silence pendant un moment. Puis Charles a parlé. Maman, je suis désolé. Chut, pas maintenant. Non, il faut que je te le dise. Il a ouvert les yeux. J'ai été horrible. Je ne disais rien. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te défendre. Charles, non, laisse-moi finir. Il a pris une grande inspiration. Cette année, sans toi, ça a été... Il s'est arrêté. Difficile? Pire que ça. Il m'a raconté tout. Comment, après mon refus, Charlotte était furieuse. Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais ingrate, que tu nous avais humiliés. Comment elle avait insisté pour qu'il ne me contacte plus. Elle disait que tu avais besoin d'une leçon. Comment, petit à petit, la maison était devenue froide. Les enfants me demandaient où tu étais. Je ne savais pas quoi répondre. Comment Charlotte était devenue différente, de plus en plus exigeante, de plus en plus critique. Comment leur dispute avait commencé. Au début, c'était pour des petites choses, puis pour tout. Et comment, il y a 6 mois, il avait découvert quelque chose. Elle avait vidé un de mes comptes, 50 000 €. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pour rembourser ses dettes. Des dettes de cartes de crédit que je ne connaissais même pas. Charles m'a tout raconté. Comment Charlotte dépensait sans compter. Vêtements, restaurants, voyages. Elle voulait toujours plus. Toujours mieux. Comment elle critiquait tout ce qu'il faisait. Jamais assez bien. Jamais assez riche. Jamais assez suffisant. Comment elle parlait mal devant les enfants. Mathis a commencé à avoir peur. Léa pleure tout le temps. Et comment, finalement, il y a 3 mois, il y a 9 mois maintenant, il avait demandé le divorce. Le divorce? Charles a hoché la tête. Oui, mais... Et les enfants? J'ai la garde. Elle ne voulait même pas se battre pour eux. Ses larmes coulaient. Elle a dit qu'ils étaient un fardeau, qu'elle voulait refaire sa vie. Sans nous. Mon cœur s'est serré. Charles. Et moi, je me suis retrouvée seule, avec 2 enfants, un divorce, des dettes. Il m'a regardée, et pas de mère, parce que tu m'avais chassée. Ma voix était douce, mais ferme. Je sais, parce que tu as écouté Charlotte, pas moi. Je sais, parce que tu as choisi. Je sais, maman. Et je regrette, tellement. Il sanglotait maintenant. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû voir qui elle était vraiment. Mais j'étais aveugle. J'ai serré sa main. L'amour rend aveugle, Charles. Mais toi, tu voyais. Oui, et je ne t'ai pas cru. Non, il a baissé la tête. Comment tu peux me pardonner? J'ai réfléchi. Longtemps. Je ne sais pas si je peux. Il a relevé les yeux. Blessé. Mais je peux essayer. Vraiment? Oui, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tu m'as blessé, Charles, profondément. Et ça ne guérit pas en un jour. Il a hoché la tête. Je comprends. Mais je suis là, aujourd'hui, parce que tu es mon fils. Merci. On a parlé encore un peu, de ses enfants, de sa vie, de ses difficultés. Il vivait seul avec Mathis et Léa maintenant, dans un appartement plus petit. Charlotte était partie, avec un autre homme. Elle a refait sa vie, comme si on n'avait jamais existé. Et lui, il essayait de tenir. Mais c'est dur, maman. Je travaille, je m'occupe des enfants, je fais tout seul. Comme je l'ai fait, il a cligné des yeux, puis il a compris. Comme tu l'as fait. Oui, je n'avais jamais réalisé. Non.
Avant de partir, je lui ai dit « Charles, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, moi non plus. Mais si tu veux qu'on reconstruise quelque chose, il faudra du temps et du respect. Je te le promets. Ne me promets rien. Montre-le-moi. » Il a hoché la tête. « D'accord, je suis parti, le cœur lourd, mais soulagé. Pas parce que tout était réglé, non, mais parce que la vie avait parlé. Charlotte, celle qui avait tout fait pour me chasser, avait fini par se chasser elle-même. Charles, celui qui m'avait rejeté, vivait maintenant ce que j'avais vécu, la solitude, le poids, la difficulté. Ce n'était pas de la vengeance, non, c'était juste le karma. La vie qui rend ce qu'on donne. Les mois suivants ont été complexes. Charles m'appelait, régulièrement, pas tous les jours, mais souvent, pour me donner des nouvelles, pour me demander conseil, pour me parler, vraiment me parler, pas comme avant, quand je n'étais qu'une obligation. Non, maintenant, il m'écoutait, et petit à petit, on a recommencé à se voir. Pas chez lui, pas tout de suite, mais au parc, notre parc, avec Mathis et Léa. La première fois que j'ai revu mes petits-enfants, il y a 8 mois maintenant. Mathis avait presque 7 ans, Léa, 4 ans. Ils m'ont regardé avec des yeux immenses. « C'est mamie ?» Charles a hoché la tête. « Oui, c'est mamie Aurélie. » Mathis s'est approché, timidement. « Tu étais où ?» Mon cœur s'est serré. « J'étais loin, mais je suis là maintenant. Tu vas repartir ?»« Non, plus si tu ne veux pas. » Il m'a regardé. Puis, il m'a pris la main, comme Charles autrefois. « Alors reste. » Et j'ai pleuré. Les mois ont passé. On s'est vus, régulièrement, au parc, au café. Chez moi parfois, jamais chez lui. Pas encore. Parce que j'avais besoin d'espace. J'avais reconstruit ma vie. Et je ne voulais pas la perdre à nouveau. Charles le comprenait. « Vas à ton rythme, maman. Je ne te force pas. » Et ça, c'était nouveau. Le respect. Un jour, il y a 6 mois, Charles m'a raconté quelque chose. « Tu sais, Charlotte est revenue. » Quoi ? Elle a appelé. Elle voulait voir les enfants. Et je lui ai dit non. J'ai cligné des yeux. Pourquoi ? Parce qu'elle les a abandonnés. Parce qu'elle ne pensait qu'à elle. Parce qu'elle leur a fait du mal. Il m'a regardé. Comme elle t'a fait du mal. Charles. Non, maman. C'est la vérité. Elle a tout détruit. Notre famille, notre vie, toi. Il a pris une grande inspiration. Alors je lui ai dit non. Et j'ai raccroché. Pour la première fois, Charles m'avait défendu. Pas contre un étranger. Non, contre elle. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois seulement. Charlotte a essayé de revenir vers Charles. Elle lui a écrit, longuement. Je regrette. J'ai fait une erreur. Je veux revenir. Mais Charles a refusé. Elle m'a traité de fou. Elle a dit que j'allais le regretter. Et toi ? Moi, je me suis souvenu. De quoi ? De ce qu'elle t'a fait. Et de ce qu'elle nous a fait. Il a souri, tristement. Parfois, perdre tout nous apprend qui compte vraiment. Et maintenant, il y a quelques semaines, j'ai appris quelque chose. Charlotte avait perdu son travail. Son nouveau compagnon l'avait quittée. Elle vivait chez ses parents. Elle m'a appelé hier. Charles me l'a dit au téléphone. Elle pleurait. Elle disait qu'elle était seule, qu'elle n'avait plus personne. Et toi ? Je lui ai dit que maintenant, elle savait ce que ça faisait. Il a marqué une pause. Puis j'ai raccroché. Je n'ai rien dit. Parce que je n'avais pas besoin. La vie avait parlé. Charlotte, celle qui avait tout fait pour m'isoler, était maintenant isolée. Celle qui avait tout fait pour me rejeter, était maintenant rejetée. Celle qui avait voulu ma solitude, vivait maintenant sa solitude. Elle m'avait traitée de folle. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et c'était vrai. Pas parce que je l'avais voulu, pas parce que je m'étais vengée. Non, juste parce que c'est comme ça. Le karma. Pas une punition divine, pas une malédiction. Non, juste les conséquences naturelles de nos choix. Charlotte avait choisi l'égoïsme, l'argent, l'apparence, et maintenant, elle n'avait plus rien. Moi, j'avais choisi la dignité, le respect, la vie. Et maintenant, j'avais tout. Pas la richesse, pas la gloire, non, mais la paix, les amis, les petits-enfants qui me tenaient la main, un fils qui m'appelait, et surtout, moi-même, aujourd'hui. Je m'appelle Aurélie Fontaine, j'ai 63 ans, et voici où j'en suis. Il y a 2 ans, on m'a offert une valise pour Noël, une valise remplie de mes vêtements, une condamnation, un rejet. On voulait m'envoyer dans une maison de retraite, à 61 ans, sans me demander mon avis. Ce jour-là, j'ai cru que ma vie était finie, mais je me trompais. Ce jour-là,
Ma vie recommençait. Je suis assise dans mon appartement, le même qu'avant, mais tellement différent. Les murs sont jaunes maintenant, couleur soleil. Il y a des plantes partout, des livres sur les étagères, des peintures au mur, mes peintures. Sur la table, une tasse de thé fume doucement. Dehors, Paris s'éveille, et moi, je souris, parce que j'ai compris quelque chose. La vie ne s'arrête jamais, même quand on vous rejette, même quand on vous blesse, même quand on vous abandonne. La vie continue, si vous le voulez, si vous le choisissez. Et moi, j'ai choisi. Charles et moi, on se voit régulièrement maintenant. Pas tous les jours, mais souvent. Une fois par semaine, parfois deux, on se retrouve au parc, ou au café, ou chez moi. Jamais chez lui, parce que j'ai posé mes limites. Charles, j'ai reconstruit ma vie, et je ne la sacrifierai plus. Il a compris. Je respecte ça, maman. Et il le fait. Vraiment. La semaine dernière, on était au parc. Mathis et Léa jouaient. Mathis a maintenant 7 ans. Léa, 4 ans et demi. Ils sont beaux, vivants, joyeux. Mathis est venu vers moi en courant. « Mamie, regarde, j'ai trouvé un ballon. » Il tenait un ballon, rouge, comme sur la photo. Mon cœur s'est serré, doucement. « Il est magnifique. Tu veux jouer avec moi ?»« Oui. » Et on a joué, lui et moi, comme j'avais joué avec Charles. Il y a tant d'années. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'avais pas peur. Peur qu'on me l'enlève. Peur de trop aimer. Peur de tout perdre. Non. J'étais juste là, présente, avec mon petit-fils. Et c'était suffisant. Charles m'a regardée. « Tu es heureuse, maman ?» J'ai réfléchi. « Oui. Vraiment ?»« Oui. » Il a souri, tristement. « Je suis content. Et toi ?» Il a haussé les épaules. « J'essaie. C'est difficile. Mais j'essaie. C'est tout ce qu'on peut faire. » Oui. On est resté silencieux un moment. Puis Charles a dit « Maman, je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi ?»« Je regrette. Tout. Je sais. » « Non, tu ne comprends pas. » Il s'est tourné vers moi. « Je ne regrette pas juste ce que j'ai fait. »« Alors quoi ?»« Je regrette le temps perdu. » Sa voix tremblait. « Toutes ces années où je ne t'ai pas vu, où je ne t'ai pas appelé, où je ne t'ai pas aimé comme tu le méritais. » Charles, non, laisse-moi finir. Il a pris une grande inspiration. Pendant toutes ces années, j'ai cru que Charlotte avait raison, que tu étais envahissante, que tu posais trop de questions. Mais maintenant, je comprends. Quoi ? Que tu ne posais pas de questions pour m'embêter, mais parce que tu m'aimais ? Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, et moi, je t'ai puni pour ça. Il a baissé la tête. Comment tu peux me pardonner ? J'ai posé ma main sur la sienne. Charles, je ne sais pas si j'ai complètement pardonné. Il a relevé les yeux, blessé. Mais je suis en train d'essayer. Vraiment ? Oui, parce que tu es mon fils. Et parce que tu as changé. J'ai changé ? Oui. Tu m'écoutes maintenant, tu me respectes, tu me vois, parce que j'ai compris. Quoi ? Que sans toi, je ne suis rien. Sa voix s'est brisée. Tu m'as tout donné, maman, tout. Et moi, je t'ai tout pris. Charles, non, c'est vrai. Il a essuyé ses larmes. Mais maintenant, je veux te rendre quelque chose. Quoi ? Ma présence, mon respect, mon amour. Il m'a regardé droit dans les yeux. Si tu veux bien de moi, j'ai souri, à travers mes larmes. Oui, je veux bien. On s'est serré dans les bras, longtemps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon fils, pas l'homme qui m'avait rejeté. Non, mon fils. Depuis ce jour, quelque chose a changé entre nous. Pas tout, pas complètement, mais quelque chose. Charles m'appelle, vraiment. Pas juste pour me donner des nouvelles, mais pour parler, pour me demander comment je vais, pour me raconter sa journée, pour rire avec moi. Et moi, je réponds. Pas avec méfiance, pas avec peur, mais avec ouverture, parce que j'ai compris. On ne peut pas changer le passé, mais on peut construire l'avenir. Hier, Charles m'a proposé quelque chose. « Maman, tu veux venir dîner chez moi ? Avec les enfants ?» C'était la première fois, en 2 ans, qu'il m'invitait chez lui. J'ai hésité. « Tu es sûre ? » ?»« Oui. »« Pourquoi maintenant ? » ?»« Parce que j'ai envie que tu vois où on vit, comment on vit. » Il a souri. « Et parce que les enfants me le demandent tous les jours. » Alors j'ai dit oui. Ce soir, je vais chez lui. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Un appartement différent, une vie différente. Mais ce que je sais, c'est que je vais y aller. Sans peur, sans attente, juste avec moi. Parce que j'ai appris. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas exiger le respect. Tout ce qu'on peut faire, c'est se respecter soi-même.
Et si les autres nous respectent aussi, tant mieux. Sinon, on continue, seul, mais debout. Ce matin, je suis allée voir Marie. On a bu un café. Elle m'a regardée. « Aurélie, tu rayonnes. »« Vraiment ? » ?»« Oui, tu n'es plus la même qu'il y a 2 ans. »« Non, je ne suis plus la même. Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai réfléchi. « Moi. Toi ? » ?»« Oui. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer qu'on me voie. Et j'ai commencé à me voir. » Marie a souri. « Et maintenant, je vis. »« Oh, pour toi ? » ?»« Oui, pour moi. Et c'est vrai. Je vis pour moi maintenant. Pas pour Charles, pas pour Mathis ou Léa, pas pour qui que ce soit. Pour moi. Et si les autres veulent me rejoindre, ils sont les bienvenus. Mais s'ils ne veulent pas, je continuerai quand même. Parce que ma vie m'appartient. Ce matin, j'ai repris cette vieille photo. Charles et moi. Le ballon rouge. Je l'ai regardé. Et j'ai souri. Pas de tristesse. Non. De gratitude. Parce que ce petit garçon, il m'a appris quelque chose. Il m'a appris à aimer, à donner, à me sacrifier. Mais la vie, elle m'a appris autre chose. À m'aimer aussi. À ne pas me sacrifier complètement. À garder un peu de moi. Pour moi. Et Charlotte, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Charles me dit qu'elle essaie encore de revenir. Elle m'écrit. Elle m'appelle. Et toi ? Je ne réponds plus. Pourquoi ? Parce que j'ai compris. Quoi ? Que certaines personnes ne changent jamais. Il a regardé ailleurs. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Elle regrette juste ce qu'elle a perdu. Et c'est différent. Oui, c'est différent. Moi, je ne lui en veux plus. Pas vraiment. Parce que Charlotte, elle m'a rendu service. Sans le savoir. En me rejetant. Elle m'a forcé à me retrouver. En me chassant. Elle m'a forcé à reconstruire. En me brisant. Elle m'a forcé à me relever. Et maintenant, je suis plus forte qu'avant. Plus libre. Plus vivante. Plus moi. Alors merci, Charlotte. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu l'as fait. Ce soir, je vais chez Charles. Je vais voir mes petits-enfants. On va dîner ensemble. On va rire. On va parler. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, on sera une famille. Pas parfaite, non, réelle. Avec des blessures, des cicatrices, des souvenirs douloureux, mais aussi avec de l'amour, du respect et de l'espoir. Et après, je rentrerai chez moi, dans mon appartement, ma vie, mon espace, et je sourirai, parce que j'aurai passé une belle soirée, mais aussi parce que je serai contente de rentrer, contente de retrouver mon silence, ma paix, moi, parce que j'ai appris. On peut aimer les autres, on peut être avec les autres, mais on doit aussi être avec soi-même. Et moi, j'aime être avec moi maintenant. J'aime peindre, j'aime lire, j'aime marcher dans Paris, j'aime mon yoga, j'aime mes amis, j'aime ma vie. Il y a 2 ans, on m'a offert une valise. Aujourd'hui, cette valise est vide, rangée dans le placard, parce que je ne pars nulle part. Je reste, ici, dans ma vie, dans ma maison, dans moi. Et si un jour, quelqu'un essaie encore de me chasser, je dirai non, calmement, fermement, non, parce que ma vie m'appartient, et personne ne me la reprendra. Alors voilà, c'est mon histoire, l'histoire d'une femme de 63 ans, qui a été rejetée, humiliée, brisée, mais qui s'est relevée, qui a reconstruit, qui a choisi la dignité, la vie, elle-même. Et si cette histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme qui se sent invisible, une femme qui se sent rejetée, une femme qui pense que sa vie est finie, si cette histoire peut lui montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour vivre, alors tout cela, toute cette douleur, toute cette reconstruction aura eu un sens. Parce que la vie, elle ne s'arrête jamais. Tant qu'on respire, tant qu'on a un cœur qui bat, on peut encore choisir comment vivre, pour qui vivre, et surtout, si on veut continuer à laisser les autres décider pour nous, ou si on veut enfin décider pour soi. Moi, j'ai choisi. Et chaque matin, quand je me lève, je remercie. Pas les autres. Non, moi-même. Pour avoir eu le courage de dire non, de partir, de me reconstruire, de vivre. Alors si vous m'écoutez, si vous vivez quelque chose de similaire, si on vous a rejeté, si on vous a blessé, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il n'est pas trop tard. Jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie.
Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.